de la compta. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue. Cette semaine encore, toute l'actu média et elle est riche. Les toutes dernières infos, les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec notre Média Mix. C'est l'essentiel de l'infomédia en images et en 5 minutes avec dans l'actu le mercato qui s'est brutalement accéléré cette semaine. Télé, radio, c'est la valse des animateurs. Ça bouge le matin, le soir, le week-end. Pourquoi ça va si vite et à quoi faut-il s'attendre? Plus clair, fait le point. C'est un choc comme le PAF n'en avait pas connu depuis longtemps. L'éviction de la star du 20h, PPDA, 21 ans d'antenne, remercié en 24 heures, remplacé par Laurence Ferrari qui quitte Canal+. Le 20h, siège éjectable, décryptage dans Plus clair. La télé publique compte ses sous, mais la fiction de luxe tient bon. France 2, Paris, sur un téléfilm de prestige. Coco Chanel, nous vous emmènerons sur le tournage. Sur ce plateau, 2 stars de la nouvelle star. Au lendemain du couronnement d'Amandine, le père Fouras du jury, André Manoukian, et le désormais artiste Julien Doré. Attention, ça promet des commentaires, décalés. Invité de Plus clair également cette semaine, la reine et le roi des téléréalités d'été sur TF1. Céline Géraud pour l'île de la Tentation et Denis Brognard pour Koh-Lanta. Drague, moustique et survie, est-ce que ça marchera aussi bien cette année? Il nous en parle en avant-première dans Plus clair. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé cette semaine, Tania Young et Victor Robert, la Webzone et l'Observatoire des séries, direction Monte-Carlo pour son festival. Toutes les stars de la télévision sont là. Voilà pour le menu et on commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus clair. C'est le Média Mix préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Depuis une semaine, le mercato télé et radio s'accélère. On ne sait plus qui va faire quoi et pour quelle chaîne. Alors nous avons rencontré 3 spécialistes médias à qui nous avons posé plusieurs questions. D'abord, pourquoi ça va si vite en ce moment ? Parce que les chaînes vont pas bien, que TF1 est en crise de croissance, que France Télévisions est au bord de la crise de nerfs. Il y a aussi un effet, à mon avis, fin des baby-boomers. C'est-à-dire que tous les mecs de 60 ans du PAF, aujourd'hui, ils s'en vont peu à peu. Il y a eu Robert Namias, directeur de l'info de TF1, il s'en va. C'est aussi l'effet un peu Jean-Pierre Elkabbach, 70 ans. Pour lui, Europe, c'est terminé. Avec le départ de PPDA, par exemple, pour l'info, derrière, toutes les chaînes emboîtent le pas et on fait comme des dominos, comme des Legos. Il y a un qui remplace un, qui remplace un, qui remplace un. Pourquoi ça bouge essentiellement le matin, le soir et le dimanche ? Tout le monde se rend compte que le matin, ça devient important. On a cru un moment que TF1 aussi ferait sa matinale un peu sur le modèle de Télématin. Les premiers gros départs qu'il y a eu, c'est celui de Christophe Ondelat de RTL, de la matinale de la radio, donc le matin. La télévision, c'est l'accès, c'est pour avoir, après toute la soirée, des audiences. Il y a de la publicité derrière, donc on s'énerve sur cette case-là et sur ces cases-là, donc c'est là que le mercato est le plus actif. C'est un jour creux, c'est un jour difficile. Il se trouve que depuis quelques années, et notamment sous l'impulsion de Canal+, grâce au football, on a redécouvert le dimanche. Autre mouvement annoncé, l'arrivée de Marie Drucker aux 20h de France 2 en tant que joker de Laurent Delahousse, mais qui pourrait la remplacer à la présentation du Soir 3. Un pronostic ? Je ne fais plus aucun pronostic, ce mercato est un truc de fou. Moi je verrais bien Audrey Pulvar. Carla Bruni. Non, pour le Soir 3, non, Carla Bruni, ça le fera pas. Pour le Soir 3, j'ai pas d'idée. Sur TF1, c'est à la coprésentation du magazine 7 à 8 qu'il faudra trouver une nouvelle tête. Exit Anne-Sophie Lapix qui passe sur Canal, aux commandes de Dimanche+. Mais alors, qui pour la remplacer aux côtés d'Harry Roselmack ? LCI, qui est la chaîne, la filiale info de TF1, a toujours été le vivier de TF1. Alors pourquoi pas Erika Moulet, fraîche. Ça ferait un joli duo avec Harry Roselmack. Il y a une petite dont on parle beaucoup maintenant qui s'appelle Erika Moulet, qui est une brune, pour changer. Je pense qu'elle peut faire l'affaire. Affaire à suivre. Lundi, on apprenait que Laurence Ferrari quittait Canal+ pour présenter le 20h de TF1. Première réaction de la chaîne cryptée. Un peu triste. On avait construit une belle émission avec elle, Dimanche+, une émission politique qui s'était imposée pendant la campagne présidentielle et puis la saison dernière sur l'antenne de Canal+. La perspective de faire le JT de TF1, je crois que c'était un peu son rêve professionnel. Sa remplaçante, Anne-Sophie Lapix. Bonsoir. Il faut dire que Canal+ la suivait depuis un moment. Je crois que c'est une jeune journaliste indépendante de très grand talent. On a l'ambition d'en faire la nouvelle star de l'info du PAF.
Jusqu'à présent, on n'avait rien à lui proposer qui correspondait à ses aspirations. Le hasard du mercato a fait que nous pouvions lui proposer le Dimanche Plus et elle a accepté tout de suite. Virginie Efira a dit au revoir à la nouvelle star sur M6. Ça y est, nous y sommes. À la rentrée prochaine, c'est sur Canal que vous la retrouverez où elle fera son show. Elle vient pour inventer une nouvelle émission humoristique pour Canal+, dans laquelle elle sera à la fois animatrice et comédienne. Ce sera une émission humoristique qu'on est en train de construire, qui sera écrite par Ahmed Hamidi, qui est un des auteurs des Guignols, qui va prendre un petit peu de distance avec les Guignols cette année pour pouvoir se consacrer à des nouvelles émissions, et celle-ci en particulier. Mais alors à la matinale, qui va remplacer Bruce Toussaint ? Vous pouvez me le demander, mais je ne vais pas vous répondre tout de suite, parce qu'on n'a pas encore fait notre choix. À la radio, point de salut pour le mercato. Jeudi, on apprenait que Koé quitte Fun Radio pour Virgin Radio et Nagui Virgin Radio pour, on sait pas. Autre chose qu'on ne sait pas, qui va présenter la matinale d'RTL à la place de Christophe Ondelat. La matinale d'Europe 1 a, elle, enfin trouvé sa tête d'affiche, Marc-Olivier Fogiel, qui quitte M6 et met pour le moment entre parenthèses la télé. Un mercato loin d'être fini. Rendez-vous dans les prochains jours pour la suite de ce jeu de chaises musicales. 21 ans de JT remercié en 24 heures. PPDA, le présentateur du journal le plus écouté d'Europe, est écarté, remplacé par Laurence Ferrari. Révolution et question. Mais que faut-il pour devenir la star de l'info ? Comment durer à cette place si convoitée ? Que cherchent les chaînes ? Comment ça se passe à l'étranger ? Explications et témoignages avec Julien Dugast. Les téléspectateurs de la Une sont abasourdis, les journalistes effondrés et la rédaction consternée. Et oui, Jean-Pierre Pernaut reste présentateur du JT de 13h sur TF1. Et oui, le présentateur du JT de 13h reste, mais l'info cataclysmique de la semaine, c'est Patrick Poivre d'Arvor évincé de son siège du 20h de TF1. Et toute la presse en parle ce matin. Patrick Poivre d'Arvor quitte le 20h de TF1 au profit de Laurence Ferrari. Elle devrait remplacer Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h dès la rentrée. Un événement, Monsieur Darvor était bien calé dans son fauteuil depuis 1987. 21 ans de voix suave. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. 21 ans d'hégémonie face à France 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 21 ans et tout s'arrête pour le marin / écrivain / journaliste. Bonne soirée à tous, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Un choc puisque la star de la Une n'a apparemment rien vu venir. Je pense qu'il y a une telle solidité dans la structure de l'information à TF1 qui est, je vous le rappelle, quand même dominée par les deux principales éditions, 13h et 20h. Dans la mesure où ça c'est solide, où c'est du béton, si je puis dire, pour faire sourire, il n'y a pas de raison d'être inquiet. En fait, Patrick Poivre d'Arvor avait plutôt prévu de s'arrêter en 2012, juste après les élections. Seulement... Je pense que mon camarade Poivre a été un tout petit peu présomptueux d'annoncer partout Urbi et Torbi pendant des années qu'il déciderait lui-même de la date de son départ, que c'était noté sur un petit calepin, etc. Parce qu'il a oublié qu'il était dans une société privée avec un patron, un conseil d'administration et que c'est le patron qui décide. Et du coup, cette semaine, tout le monde en parle. L'encre coule sur la glamour Laurence Ferrari remplaçant le briscard Patrick Poivre d'Arvor. Une rupture qui interroge, les présentateurs de JT sont-ils sur un siège éjectable ? En France, PPDA reste une exception. Claire Chazal est là depuis 17 ans, mais seulement le week-end. David Pujadas n'est lui là que depuis 7 ans. Et Bruno Mazur a été remercié après 13 ans de service. À la Saint-Léger, je prends congé. Ce soir, je voudrais tout particulièrement vous remercier de votre fidélité. Très très bonne soirée, merci. Aux États-Unis, en revanche, les présentateurs de JT ont la peau dure. Walter Cronkite a officié sur CBS de 1961 à 81. Dan Rather a brillé 24 ans sur la même chaîne. We've shared a lot in the 24 years we've been meeting here each evening. And before I say good night this night, I need to say thank you. Aujourd'hui, une rumeur enfle. La star de TF1 aurait été évincée pour une remarque un peu osée que voici. Parlons d'un autre sommet, celui qui a eu lieu, celui du G8. On vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres ? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Apparemment, il est parti pour prendre la pose de la victime politique en disant c'est Nicolas Sarkozy, c'est qui que quoi, c'est bon bref. Donc si c'est vrai, c'est intéressant à vérifier parce que ça sera intéressant sur nos mœurs démocratiques. Et deuxièmement, pour lui, c'est une porte de sortie formidable de se poser en victime parce que les gens sont toujours du côté des victimes. Une chose est sûre, TF1 a réussi un bon coup de com'. Elle va utiliser à fond, médiatiquement, l'arrivée
de Laurence Ferrari. Donc on est sur un espace-temps d'environ 200 jours, entre 100 jours pratiquement du départ de Poivre sur lesquels on va surfer, médiatiquement parlant, et 100 jours sur l'arrivée de Laurence Ferrari pour renouveler le pôle d'intérêt et de curiosité autour du JT. France 2, M6 et Canal+, et les rumeurs vont bon train quant à l'avenir télévisuel du journaliste. En attendant, PPDA réagissait dans un communiqué adressé jeudi à l'AFP. Et jeudi soir, au micro de France Inter, il commentait son départ. Ça me paraissait naturel que je le fasse, voilà, pour que les choses soient clarifiées. On vous sent un peu aigri quand même dans le communiqué. Oh non, aigri, je crois. Aigri, c'est vraiment tellement peu dans mon... Il suffit de... Bon, bien sûr, on est à la radio, il suffit de voir mon sourire. Et ça continue, le directeur de l'information de la Une, Robert Namias, vient lui d'être remplacé par Jean-Claude Dacier. Une seule chose est sûre, la marionnette de PPDA continuera son JT sur Canal+. Oui, malheureusement, je crois que je vais devoir me contenter de ça. Allez, à ciao, bonsoir. On parle de services publics qui manquent d'argent, on parle de crise de la fiction française, on parle de panne de la création, mais il y a un secteur qui résiste, c'est celui de la fiction de prestige. Exemple avec le prochain blockbuster de France 2, une coproduction internationale consacrée à une héroïne 100% française, Coco Chanel. Nous avons pu aller sur le tournage de ce téléfilm grand luxe, Karima Mzaoui. Après le téléfilm Guerre et paix de Tolstoï, diffusé en novembre dernier sur France 2 et qui avait rassemblé en moyenne 5 300 000 téléspectateurs, nous nous sommes rendus à Moulins-sur-Allier en Auvergne sur le tournage de la prochaine fiction de prestige de France 2, Coco Chanel, qui sera diffusée cet automne. Bon, mais on va se souhaiter bonne chance pour ça. Aïe! Une coproduction française, italienne et américaine. En arrivant, nous croisons le comédien Olivier Citruc en pleine répétition dans la langue de Shakespeare. Work is my passion. I couldn't live without it. I envy you. And you, Coco, don't you have a passion? He's very good. This guy is really incredible. Thank you. Après la théorie, la pratique avec l'actrice Barbara Bobulova qui joue le rôle de Coco Chanel. Work is my passion. I couldn't live without it. And you? Don't you have a passion? Moi, je joue le rôle de Boy Capel, qui va être son premier, mécène, entre guillemets, puisque non seulement il est amoureux d'elle, mais en plus il va découvrir en elle, il va voir son talent. Le téléfilm sera diffusé en 2 parties. Il retrace les premières années de la créatrice de mode ou comment Gabrielle est devenue Coco Chanel. C'est la belle histoire de comment on est orpheline, ou presque, et on devient la reine du monde. Pour la télévision, un budget colossal. Ça coûte 10 millions d'euros, ce qui est pas mal. Nous avons beaucoup dépensé de temps, d'argent dans la création de costumes, dans le soin qui est mis pour reconstituer l'époque et pour le filmer à la nord-américaine, c'est-à-dire avec des cadres larges. La France n'a pas les moyens en télévision de faire seul le Chanel aussi luxueux et fastueux que nous avons. Comme tout travail de coproduction, il y a des compromis. Et je pense qu'il n'y aura pas trop de compromission. Après la scène en extérieur, une réception est donnée au château où Étienne Balzan, autre mécène de Coco Chanel, alias Sagamore Stevenin, lance un tango endiablé. Nous avons commencé dans les studios de Cinecittà à Rome et quelques décors et nous sommes ici depuis un mois. Moi je suis canadien-français, je parle franglais, alors ça va, vous savez, on a une nationalité, c'est le cinéma. Ce tournage qui s'est achevé il y a quelques semaines compte aussi dans son casting l'actrice américaine Shirley MacLaine qui joue le rôle de Coco Chanel dans ces dernières années. Bref, vous l'aurez compris, France 2 mise gros sur cette super production que vous découvrirez à l'automne prochain. Amandine est la nouvelle star 2008. Pour parler d'elle, pour parler de la saison qui s'est achevée mercredi soir, pour nous parler de la vie après la nouvelle star, nous avons invité Julien Doré, justement. Il sort son premier album, Ersatz, pile 1 an après sa victoire. Il est accompagné du plus lyrique et poète des jurés. J'ai nommé André Manoukian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour André Manoukian. Bonjour. Bonjour Julien Doré. Bonjour Charlotte. Le sacre d'Amandine, mercredi soir. Alors, est-ce que c'était votre préféré, votre pronostic? Vous étiez content, André? Moi, oui.
Moi, j'aime bien les chanteuses blondes quand elles ont des voix graves. Lui, c'est pareil, quand il fait Tom Waits, c'est impressionnant. Il peut dégager des trucs de dingue. Et pour Amandine Benjamin. Parce que Benjamin aussi, pour moi, je veux dire, c'est important parce que il y avait deux genres que j'affectionne particulièrement. Un crooner de jazz, de 20 ballets, qui assure, même s'il était un peu jeune, même s'il a encore des progrès à faire, c'était juste remarquable. Et elle, en Tina Turner postmoderne, matinée de Janis Joplin. La finale Benjamin-Amandine, la victoire d'Amandine, c'est ce que vous aviez prévu, c'est ce que vous aviez rêvé? Moi, en tant que Miss de l'année dernière. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas vous qui avez remis l'écharpe? J'ai proposé ça à la production. J'ai proposé de venir avec mon écharpe, ma robe et ma couronne et de remettre à la Miss toute tremblante. Ouais. C'est pas dans la tradition de la Nouvelle Star. Par contre, il faudrait peut-être qu'on remette des rituels un peu désuets comme ça. Hein, comme ça, avec une couronne, une transmission. Moi, ça m'aurait ému. Ah ouais, vous auriez aimé? Non, mais voilà. Après, moi, j'ai eu la chance de les voir dès le début, quasiment tous, enfin, de leur parler, voilà. Bon, en général, quand quelque chose se termine, on fait un bilan. La Nouvelle Star s'est achevée sur la victoire d'Amandine, mais sur un échec d'audience. Alors, candidat, programmation musicale, jury, passage au peigne fin avec Laetitia Krupa. Drôle de saison cette année pour la Nouvelle Star. On a toujours l'impression de voir une 2 chevaux qui prend le départ des 24 heures du Mans. Le buzz autour du programme n'a pas décollé et les audiences n'ont pas suivi par rapport à l'année dernière. Sur les castings, l'émission a perdu en moyenne 900 000 téléspectateurs et 400 000 sur les primes. Pour M6, on peut imaginer que la saison qui s'achève est pas forcément celle d'un échec, mais sans doute d'une déception. Le petit décrochage qu'il y a toujours après la période des castings a pas été suivi d'un rebond comme c'était le cas jusque-là. Et puis parce qu'y compris presque de manière symbolique, la finale a été perturbée avec des problèmes techniques. C'est en direct. Et la prestation d'Amandine après sa victoire ressemblait aussi un peu à un bug. Je sais pas si on t'a prévenu, mais en fait, il va encore chanter. Okay. Disons que pour une finale, on ne peut pas vraiment parler d'euphorie. En tout cas, on était très loin des 2 dernières années avec Christophe Willem et Julien Doré. Difficile pourtant de conclure à une érosion du concept aux États-Unis. Après 7 ans d'existence, American Idol continue de faire un carton. 30 millions de téléspectateurs, 90 millions de votes. American Idol, c'est le show numéro 1 aux États-Unis. Grâce à ce show, Fox est le network numéro 1. C'est énorme, c'est la plus grosse audience depuis 3-4 ans des États-Unis. Alors, d'où vient cette baisse de régime pour le programme français? Peut-être du casting, à qui l'on a reproché d'être trop homogène. On voyait beaucoup de rockers à cheveux, à guitare, qui chantaient du Jeff Buckley, du Bob Dylan, du Sue Jim. Autre piste, le nouveau jury jugé trop lisse. Les candidats sont devenus plus intello. C'est une mise en lumière et Dieu qu'elle est belle cette lumière. Et le jury est devenu moins intello. C'est un moteur diesel, il met toujours un petit peu de temps à démarrer, mais quand il démarre, on ne peut plus l'arrêter. Je trouve que tu as envoyé quelque chose qui était très continu, comme vraiment un tsunami, c'était joli. En plus, le jury n'était pas toujours en phase avec M6. D'ailleurs, sur W9, après la demi-finale, Lio s'en est pris directement à la chaîne. Je suis un peu consternée par le recentrage qu'M6 impose à l'émission depuis 3 Prime. Ils auraient dû parler des guitares et faire zapper les 3/4 de ménagères de moins de 50 ans qu'M6 va avoir tous les soirs devant l'émission. Bien, très rapidement, Lio. Mais pas de problème, sur les ménagères, M6 a réussi pratiquement toute la saison à être leader sur cette cible. Alors pour expliquer la baisse des audiences, les producteurs avancent d'autres arguments. De jour, on a été confronté à des multiples rediffusions, à une concurrence également très difficile. Mais alors on est comme tous les producteurs de télévision, on a toujours envie que ça fasse plus. Finalement, la Nouvelle Star 2008 est à l'image de sa gagnante, Amandine. Amandine, c'est une bonne copine. Et oui, c'est peut-être le paradoxe de cette saison. On retiendra surtout les outsiders comme Icar, le déjanté. Et Cindy Sander, bien sûr. Sur scène, c'est là que je suis née. Bref, pour l'année prochaine, Fremantle et M6 ont du pain sur la planche avec un premier défi, remplacer Virginie Efira qui quitte M6. Pourquoi ça marche
moins bien. Quelle est votre explication, André Manoukian, par rapport à l'année dernière? Je sais pas, moi j'entends parler, c'est pas ma spécialité, de parler des audiences et tout ça. Non, le sentiment que vous avez. Le sentiment, il y a quand même une baisse générale de la télévision due à la TNT, blablabli, blablabla. Alors moi je dis peut-être que c'est à cause de Lascar comme celui-là, qui sont quand même des espèces de personnages charismatiques hors normes. Quand je dis c'est lui, je mets lui et je mets Christophe Willem avant. Et je vais très court avec ça. Nous, on les a castés, ces deux-là, lui et Christophe, parce que à la base, ce sont des chanteurs remarquables et qu'ils ont des super voix. Mais on ne sait pas que c'est des showman incroyables. Donc ça veut dire que cette année, on a des bonnes voix, mais peut-être qu'on a moins de personnages. On a beaucoup flamboyants. entendu ça, que personne ne sortait vraiment du lot. Vous avez dit, c'est un peu lisse cette année, ça s'est parisianisé, c'est devenu snob, les candidats ont tous le même univers, ça devient un peu chiant. Bon, après avoir dit ça, c'est sûr à regarder. Non, mais c'est pas gentil, Charlotte. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Je cherche pas à vous piéger, mais à avoir votre sentiment sur le casting tel que... Je me suis dit à un moment donné que ce n'était pas forcément le problème des candidats, dans le sens où ils avaient été castés dans leurs univers, et que du coup cette année, les chansons qu'ils chantaient justement étaient peut-être même un peu plus pointues, où ils allaient peut-être justement dans quelque chose d'un peu plus précis. Et je me dis, du coup, j'avais une crainte, c'est que aux yeux du public aussi large, par exemple que ce soit ma grand-mère dans le sud ou mes parents, je me demandais si par exemple cet univers-là qui était aussi le mien allait toucher toute la France très largement, c'était un peu ça. Visiblement, quand on voit la programmation musicale, ça a été un souci. On a eu d'abord des émissions assez rock et assez branchées. La ménagère de moins de 50 ans a fui. Et après, on a essayé de la récupérer avec... c'est un peu le sentiment qu'on a eu quand on a suivi l'émission du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de ça. On est parti super bobo, super pointu. Moi, j'adorais. Et puis après, on a été récupéré un petit peu avec d'autres chansons. Mais bon, après, ça, c'est Bon, ça c'est difficile quoi de faire plaisir aux candidats, à vous, aux téléspectateurs. Voilà, à la chaque fois, chaque émission, c'est une grosse bataille. Jury trop consensuel. Cette année ouais. Non, jury jury qui a bien assuré et qui en même temps découvre le truc, découvre une machine qui est déjà là, qui existe et tout. Et il faut régler un petit peu tout ça, quoi. André, on vous a senti, je vous ai regardé sur W9 après le dernier prime de mercredi et je vous ai senti un peu... Vous en avez un peu marre, peut-être. Pourquoi ? C'est à cause du... Non, c'est à cause que... vous empilez ou pas ? Je sais pas. 6 ans, je me vois mal repartir en province une 7e année à dire « Bonjour mademoiselle, installez-vous sur la petite croix s'il vous plaît, vous allez nous chanter quoi ?» Je me suis régalé parce que pour moi, ça reste avant tout une émission musicale avec des vraies rencontres de musiciens super forts. Vous dites, Julien, ce qui fait que l'émission marche, c'est Virginie Efira. C'est une évidence, cette fille, Virginie Efira, qui va quitter M6 pour rejoindre Canal+. C'est un coup dur pour la nouvelle star. Moi, je pense qu'elle aurait dû arrêter l'année dernière, déjà, à la fin de cette émission. On aurait dû faire nos bagages ensemble et fuir en exil. Pour partir avec vous Non, sur une en fait, je veux dire que ce que je lui dis aussi, c'est que on a tous des rôles parfois. Alors elle, c'était celui de la présentatrice, et voilà. Et il se trouve qu'elle arrivait un peu à transcender tout ça, à le faire d'une manière un peu plus surréaliste. Voilà. Et ça faisait beaucoup de bien, évidemment, à l'émission, et encore cette année, évidemment. Ersatz, en tout cas, c'est dans les bacs lundi. Premier single, Les Limites, écrit par David Scrima. André Manoukian, on vous retrouve sur France 5 en août pour une émission musicale encore. Vous êtes aux côtés de Tété. On est partis tous les deux faire une espèce de road... de musique trip, non, on va parler français parce qu'on est sur France 5. C'est une balade musicale à travers les États-Unis. Un voyage musical à travers les États-Unis, à la recherche des musiques qu'on affectionne particulièrement, lui et moi. Inkala, votre premier album, ça sort le 30 juin. Premier album sans chanteuse. Je me retrouve avec une chanteuse noire. Vous êtes sauvé, ça y est Vous êtes guéri donc, je le répète, André, vos projets à partir du 7 août sur France 5, Tété ou Dédé. On vous retrouve donc prochainement. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur ce plateau nous parler de vos albums respectifs et de l'après-Nouvelle Star. À suivre, le zapping. L'ITV Télé cette semaine, Tania Young et Victor Robert. Vous retrouverez aussi l'Observatoire des séries, les séries qui ont leur festival. Ça se passe à Monte-Carlo. Et bien sûr, nos invités, Céline Géraud et Denis Brognard, l'île de la Tentation et Koh-Lanta reviennent cet été. La télé-réalité sur TF1 a-t-elle encore de beaux jours devant elle? Réponse juste après la pub.
Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine, la Madame Météo de France 2, Tania Young, et le Monsieur Papillon de Canal+, Victor Robert. On regarde. La télévision est-elle un univers impitoyable? Oui, sans chevaux ni ranch, mais oui, impitoyable. Non, ça va. Pour quel produit accepterais-tu de faire de la pub? Espresso. Quel est l'animateur ou l'animatrice le plus mal habillé? Peut-être ceux qui retournent leur veste. Quel est l'animateur ou l'animatrice le mieux habillé? Le curé du jour du Seigneur. Quelle animatrice ou animateur du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Louise Bourgoin. Quel est ton rituel avant de passer à l'antenne? Ah, un petit pipi. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker? Pascal Clark. Quel est selon toi l'homme politique qui ferait un bon animateur télé? François Hollande, parce qu'il est drôle. Et c'était quand la dernière fois que tu as ri devant la télé? Je ris en regardant un pote qui regarde la télé et qui regarde Plus belle la vie. Chante-moi ton générique télé préféré. Tin, 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 tin. Vous voyez? C'est l'effet de l'amour. Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF? Le Trésor d'Yves Mourouzi. Avec quel animateur ou animatrice du PAF prendrais-tu une douche? Alors, Flavie Flamand, parce que je pense qu'elle attendrait son tour dans un petit coin, donc c'est très bien. Tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appartement? Alors, je ne sais pas qui c'est. Plutôt le journal de Claire Chazal ou le journal du Hard? Le journal de Claire Chazal. En cuir. Est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin? Ma mère kiffe bien Ingrid Chauvin. Moi, moins. Et si la télé était un objet? C'est un objet, la télé. Ou alors ce serait un miroir sans teint, je pense. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Tania Young dans les bulletins météo de France 2. En juillet, elle présentera le 4e duel. C'est le nouveau jeu de France 2 tous les samedis et dimanches entre 19 et 20h. L'effet papillon avec Victor Robert, c'est tous les dimanches à midi et à partir du 29 juin, tous les dimanches à 12h45 dans l'été papillon sur Canal+. Monte Carlo est à la télévision ce que Cannes est au cinéma, tapis rouge, star de la télé, soirée VIP, people et caméra de Plus Clair. 2 jours de négociations, de projections, de rumeurs, les séries de demain en avant-première avec Vincent Calvet. Il nous dit tout depuis la Riviera. Je déclare ouvert le 48e festival de télévision de Monte Carlo. Premier jour, on dirait pas comme ça, mais on est vraiment à Monaco et on a plein de gens à voir. Cette semaine avait lieu la 48e édition du festival de télévision de Monte Carlo. Ici, on dit les FTV pour aller plus vite. Il y a des projections, une compétition officielle, mais c'est surtout l'occasion pour la presse internationale de rencontrer quelques-uns des comédiens et producteurs des séries télé les plus populaires du moment. Bon, là, on a rendez-vous avec une nouvelle Desperate Housewives. Joli. Oui. Très joli. Dana Delaney débarque à Wisteria Lane dans la 4e saison. Il faut dire que cela faisait longtemps que le créateur de la série avait envie d'elle à bord. Marc Cherry m'avait proposé de jouer le rôle de Brie, mais c'était trop proche d'un personnage que j'avais déjà joué, donc j'ai refusé. Alors quand j'ai vu à quel point la série était populaire, j'ai regretté. Et j'ai eu de la chance qu'il me propose de tenir un rôle dedans. On a croisé ensuite un comédien qu'on aurait pu confondre avec un agent immobilier. C'est magnifique, il fait super beau, les femmes sont sublimes. Oh, bonjour. Dans Numbers, diffusé sur M6, David Krumholtz est un mathématicien qui aide la police à résoudre des crimes. Je trouve que Numbers a le pitch le plus improbable de toute l'histoire des séries télé. Vous êtes d'accord? C'est un peu tiré par les cheveux, d'accord. Des maths qui permettent de résoudre des crimes. Beaucoup de gens se sont dit, là, ils vont un peu trop loin. À l'extérieur du Grimaldi Forum, un plateau télé est à la disposition de toutes les chaînes qui le souhaitent. Là, Elsa Fayer anime une émission spéciale pour la chaîne Série Club. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, vous parler et voir Lisa Edelstein de Dr House passer librement à gauche. J'aime bien ce festival parce qu'il y a une vraie proximité avec les acteurs, chose qu'on retrouve pas forcément sur les autres festivals. C'est en fin de journée qu'on a eu une vraie bonne nouvelle. Tu pourrais faire partie de la série si tu veux. Cool. Deuxième jour. On a visité la ville, un peu.
Et on s'est rendu compte qu'il était difficile de faire un pas dans ce festival sans croiser une équipe télé au travail. Ils sont partout, en tout 335 journalistes accrédités pour un total de 1025 interviews. On a même croisé un média américain qui a fait le déplacement. C'est marrant, il y a peu d'autres médias américains qui sont représentés ici. Être ici pour nous, c'est l'occasion de se trouver là où ne sont pas les autres chaînes. Et c'est intéressant de voir comme les séries TV sont populaires en dehors des States. À quelques mètres de là, le journaliste Alain Carazé, un habitué du festival, se prépare pour intervenir en direct à l'antenne d'Europe 1. Et puis alors, on va être franc, ici c'est quand même un peu le supermarché de la star, quoi. Il y a une liste de 50 personnes, et tu viens avec ton caddie, je prends ça, je prends ça, je prends ça, et tu as grosso modo ton planning pour l'année. Je parodie un peu, mais il y a un peu de ça quand même. Aujourd'hui, il y a du beau monde dans son caddie puisqu'il reçoit 2 acteurs de Lost ainsi que l'un des membres des experts. Quand on change de personnage dans une série, c'est quoi? C'est des problèmes de contrat parce que vous demandez trop d'argent ou c'est vraiment parce que ce sont les scénaristes qui veulent faire ça? Vous pouvez pas le voir, il est rouge. He's red. Forcément, une telle concentration de médias au mètre carré, ça attire un peu n'importe qui. Comme cette drôle de famille qu'il était difficile de ne pas remarquer les Kardashians. On peut suivre leurs aventures dans le programme de célèbre reality Keeping Up with the Kardashians, diffusé sur la chaîne E! Entertainment. C'est une idée de ma maman. Elle est allée voir Ryan Seacrest de la chaîne E! Et il a adoré l'idée. Et quelques semaines plus tard, le tournage commençait chez nous. Une maman qui ne perd jamais sa fille des yeux. Elle était juste derrière nous pendant qu'on faisait l'interview. Merci les garçons. Pas étonnant que tant de comédiens aient fait le trajet pour promouvoir leur série. Vous savez, la promo et les interviews, c'est la base de tout à la télé. Il faut impérativement faire la promo pour ces shows. Dick Wolf est l'un des plus grands producteurs américains. C'est à lui que l'on doit la franchise Law & Order. L'homme n'est jamais à court d'histoire pour ses séries. Normal, il a un truc. Vous voulez savoir quelle est la Bible de mes shows? C'est la une du New York Post. On prend les titres, bon, on change un peu les histoires, mais c'est toujours payant. Et pour finir, on peut remettre un prix, celui de la personnalité qui a eu le plus de demandes d'interview tout au long du festival, soit 118 demandes pour Naveen Andrews de Lost. Il faut croire que tout le monde est fan de la série, enfin presque tout le monde. Je n'ai jamais vu un épisode de Lost. Je vous crois pas. C'est vrai. Comment ça se fait? Pourquoi j'aurais envie de me regarder, moi? Quand vient l'été, revient la télé-réalité. C'est le dicton à TF1. Au mois de juillet, l'antenne est occupée par 2 poids lourds du genre l'île de la tentation. Ça, c'est pour la séduction. Et Koh-Lanta, ça, c'est pour l'aventure. Sur ce plateau, ceux qui nous emmènent chaque été sous les cocotiers, Céline Géraud et Denis Brognard. À quoi va ressembler la saison 2008? Qu'est-ce qui a changé dans la télé-réalité? Nous allons leur demander. Céline Géraud, bonjour. Bonjour. Et Denis Brognard, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Céline, vous présentez l'île de la tentation depuis 2005. C'est ça. C'est ça. Et Denis Brognard, vous présentez chaque été Koh-Lanta, toujours sur TF1. C'est la 8e saison de Koh-Lanta et ma 7e à moi en tant que présentateur. Céline, 7e saison de l'île de la tentation. Vous êtes de nouveau envolée pour le Mexique. Est-ce que vous avez résisté à la tentation? Ça n'a pas été facile, parce qu'on avait des tentateurs particulièrement séduisants. Dis la vérité. C'est ce que j'avais envie de savoir. Ce casting, alors, ça dit quoi? On a une belle brochette de tentateurs et de tentatrices. Encore plus chaud que l'année dernière? On va dire plus offensif. Voilà. C'est possible d'être encore plus offensif? C'est possible. Eh ben, vous, Denis Brognard, Koh-Lanta, 8e... Moi, j'ai pas basculé encore. Vous n'avez pas basculé? Non. Si on faisait une île de la tentation spéciale célébrité, vous iriez ou pas? Non. Je pense que je dirais Joker. D'accord. Moi et puis ma femme, je crois surtout. Vous êtes sûr de partir ensemble, pas séparément. 8e saison pour vous de Koh-Lanta qui démarre juste après l'Euro. Donc premier prime, c'est le vendredi 4 juillet et c'est parti pour 12 soirées. 12 prime, ça a été un tournage extrêmement mouvementé. Vous parlez d'un Koh-Lanta de l'extrême. Ouais, ça a été compliqué parce que pour la première fois, on a été obligé de décaler notre tournage. On était parti dans une région des Philippines où théoriquement, à cette époque de l'année, c'est-à-dire en février, mars, avril, le climat est plutôt sec. Et là, on est passé au travers d'un typhon et de
perturbations climatiques très importantes. Il y a plu quasiment non-stop pendant plus d'un mois. C'est l'archipel de Karamoan. De Karamoan, c'est au nord-est de Manille et c'est vraiment un endroit complètement perdu. C'est la première fois qu'on tourne dans une région aussi reculée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un hôtel, il n'y a pas une infrastructure touristique. On est 150 ans en arrière par rapport à ce qu'on peut vivre, nous, en France. Donc là, vous avez été surpris par le déluge. Donc pour l'équipe... On est parti une première fois. Ouais. On était grosso modo la moitié de l'équipe en préparation. On était en train de préparer des jeux, des décors. Là, on a eu pas mal de soucis techniques avec ce typhon, pas mal de décors détruits. Et donc, on a sagement pris la décision de décaler tout de 3 semaines. Avec finalement pas mal de bonheur puisqu'on a gardé nos 16 candidats. Les conditions de tournage, parce que vous dites que c'était encore plus reculé, encore plus perdu que d'habitude. C'était surtout plus difficile pour nous, équipe technique, parce qu'effectivement on n'avait pas d'infrastructure hôtelière. On a tout construit, toute pièce, une base vie en bois. On avait coutume de dire qu'on vivait à Courchevel 1850 parce que c'était vraiment comme des petits chalets sur une petite montagne. C'est chic comme référence. Ouais, c'était très chic. Mais on a mais en créé gros, toute pièce. C'était ce que vous racontez, c'est que c'était Koh-Lanta dans Koh-Lanta, quoi. Vous avez fait votre petit Koh-Lanta à vous. C'était un peu compliqué, mais ensuite on avait surtout des paysages absolument incroyables. Ils sont 16, deux équipes de 8 comme d'habitude. Cette année, il va falloir s'y habituer. On a toujours les rouges et les jaunes. Ils s'appellent Tayak pour les rouges et Mingao pour les jaunes. C'est le nom des îles, tout simplement, sur lesquelles ils sont perdus, puisqu'ils arrivent en naufragés. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'on va retrouver les mêmes épreuves, celles qu'on a l'habitude de voir? Alors il y aura des classiques, bien entendu, mais il y aura pas mal de nouveautés, notamment des jeux sous l'eau, sur l'eau. Là, dès le premier épisode, quand même, c'est assez surprenant l'arrivée. On se croirait dans Apocalypse Now. Il y aura du gros hélicoptère, c'est des hélicoptères militaires qu'on pouvait voir pendant la guerre du Vietnam. Donc ça pose, ça crée l'ambiance. C'est impressionnant. Particulièrement costaud. C'est, à mon avis, le naufrage le plus impressionnant qu'on va présenter aux téléspectateurs depuis le début de cette aventure. Vous suivez, vous? Absolument, je suis fan de l'émission. Grave, j'essaie de lui arracher des informations avant, mais c'est que j'arrive rien à voir. Nous, ils perdent pas 10 kilos pendant le tournage. Ils ont des sueurs froides, mais parce qu'ils voient leur compagnon ou leur compagne partir en vrille ou pas. Oui, ça leur arrive de perdre leur sang-froid. Voilà, il y a quand même mais par contre, cette année, nous, on a eu aussi pas mal d'événements moins climatiques, plus psychologiques. Et j'ai vraiment la sensation qu'on est passé des feux de l'amour à 24 heures chrono. On a vécu des situations qu'on n'avait jamais vécues depuis la toute première saison. Donc, par exemple par exemple, des candidats qui pètent les plombs. C'est-à-dire, vous vous souvenez de Brandon partant avec son bâton. On a eu des choses comme ça cette année, avec un bâton. Heureusement, elle est judokate, donc elle arrive ceinturée immédiatement. Elle met sa ceinture noire. Oui, c'est ça. Les judokates, mais en général, elle était autour du feu, elle est assez calme. Oui, justement. Mais cette année, j'ai il faut qu'elle soit calme. Des vrais cas de conscience au feu de camp, puisque j'ai des gens qui refusaient de voir les images ou qui se rebellaient complètement. Koh-Lanta, en tout cas, c'est comme l'île de la Tentation, une valeur sûre de TF1. Alors vous avez carrément pulvérisé tous les records l'année dernière. 8,23 millions de téléspectateurs en moyenne. Finale suivie par 9,4 millions de téléspectateurs. Ça nous met une sacrée pression sur les épaules. Mais chaque année, on dit ça. Et tout cela sans tentateur ni tentatrice. Comment faites-vous? C'est quoi la recette? Pourquoi ça marche aussi bien? Je crois que la base de la réussite de Koh-Lanta, c'est l'identification. Alors justement, entre le téléspectateur et les candidats. C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans ces candidats, on les aime pas. Angela Laurent, qui est aux commandes des 2 émissions, d'ailleurs pour TF1, elle dit l'une des clés du succès de Koh-Lanta, c'est un bon casting. Alors là, encore une fois, on a un ch'ti, un éboueur, une femme flic. C'est ça, c'est ce qui fait qu'après tout le monde... C'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'on prend pas... on essaye d'avoir un panel très représentatif de la population française, et ce panel représentatif, il est aussi représentatif des téléspectateurs de TF1. C'est pour ça qu'on peut s'identifier à eux. Mais un ch'ti, c'est par hasard, la production sait que c'est la bonne année pour prendre un ch'ti. Le casting a été fait avant le succès des ch'tis. Maintenant, c'est vrai que sur place, je vous promets. Eh ben, ils ont dû alors. Mais non, mais quand vous verrez ce fameux ch'ti, vous comprendrez pourquoi au casting ça fait tilt tout de suite. La télé-réalité a subi 2 secousses cet hiver. La première, c'est le soupçon de triche sur l'émission Pékin Express sur M6. Des candidats auraient été avantagés ou pénalisés par la production, démenti formel d'M6. Est-ce que sur l'île de la Tentation ou sur Koh-Lanta, la production vous donne des consignes? Aucune consigne. Le but du jeu sur Koh-Lanta, c'est de les mettre à l'isolement complet et de les laisser vivre. Voilà. Ensuite, je vous dis, la seule, entre guillemets, scénarisation, c'est le choix de l'équipe qui
s'occupe du montage, le rédacteur en chef, la réalisatrice, les chefs de projet, voilà, de choisir telle scène plutôt que telle autre. Céline, on s'est aperçu l'année dernière que Lise et Anthony n'étaient finalement pas un vrai couple, mais que Anthony était un stripteaseur. Est-ce que c'est pas un problème, ça, quand on voit que, tout le monde a joué un rôle et que... Pour répondre à la première question, il n'y a pas de consigne chez nous non plus. Non, la question c'est est-ce que le téléspectateur est pas trompé? Il croit voir un couple, il suit une histoire, puis finalement, il y en a un des deux qui jouait. Nous, en tout cas, au moment du casting, il y a des enquêtes qui sont faites auprès des candidats, normalement sérieuses. Honnêtement, on n'a jamais. Moi, quand j'apprends les choses que vous me dites, là, je les lis dans la presse après l'émission ou je l'apprends après. Et quand je suis avec eux sur le feu de camp et pendant toute l'émission, à aucun moment donné, je ne sens autre chose qu'un couple amoureux. Quand je les vois arriver, honnêtement, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Il va rien se passer. À chaque fois, ça me fait ça. Autre problème, je sais que vous n'êtes pas les producteurs de ces émissions, mais il y a eu un problème sérieux posé à la télé-réalité cet hiver avec la plainte de 3 anciens candidats de l'île de la Tentation qui ont eu raison d'ailleurs auprès de la Cour d'appel de Paris qui a demandé la requalification de leur contrat en contrat de travail. Il faudrait dorénavant les considérer comme des salariés et non plus comme des joueurs ou comme des candidats. Est-ce que vous êtes d'accord, sans rentrer dans le détail juridique? C'est une action de justice qui est en cours, donc il y a une cassation qui est prévue. On attend la cassation. C'est difficile. Moi, je me prononce pas sur un jugement qui est en cours. J'ai envie de vous proposer un petit jeu pour terminer. Céline, vous connaissez bien Koh-Lanta, vous êtes fan? Oui. Denis, vous connaissez bien l'île de la Tentation? Dis oui. Oui. On va voir. Interview croisée. Là, je pense que tu vas gagner. Denis Brognard, comment appelle-t-on les célibataires qui essayent de draguer les tentateurs, les couples? Bon, ça c'est facile. Tentateur et tentatrice, évidemment. Oui. Céline, dans Koh-Lanta, comment s'appelle le moment solennel qui clôt chaque émission? Le conseil. Oh, elle est forte. Denis, sur le générique de l'île de la Tentation, il y a une citation. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Qui a dit ça? Merci, Oscar Wilde. Il y a de la triche, je vais vous dénoncer. Céline, que fait Denis quand un candidat est éliminé? Il prend la torche, il la referme et il dit vous quittez. Il éteint sa torche. Ouais. Denis, et la sentence est irrévocable. Denis, comment s'appelle l'un des couples les plus marquants dans l'histoire de l'île de la Tentation? Je vous aide, c'était Brandon et... je l'ai eu dans une émission que j'ai présentée, elle a été sculpturale, Diana. Bravo. Céline. Fear Factor. Céline, dernière question, comment s'appelle l'objet qui représente l'invincibilité dans Koh-Lanta? C'est pas le totem. Le totem? Si, le totem. Bon, vous êtes assez incollable. Merci. Si je fais une pneumonie l'année prochaine, tu me remplaces. Et si tu te casses une cheville en jouant au tennis, je te remplace. D'accord, ça marche. Céline Géraud, Denis Brognard, merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Plus Clair. On va passer à notre webzone. C'est la dernière vidéo virale dont on parle. Des grains de maïs qui éclatent en pop-corn dès que le portable sonne. Des images qui dénoncent les dangers du téléphone mobile. Elles font froid dans le dos, mais on vous rassure, tout cela est totalement bidon. La supercherie sur le net, c'est justement ce qui fait monter le buzz. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone ? La semaine dernière, ces clips ont scoré au hit parade du web. Des grains de maïs qui se transforment en popcorn grâce aux ondes de 4 téléphones portables combinés. Comment ça se fait? Une vidéo mise en ligne simultanément en 3 versions, française d'abord, mais américaine aussi. Et puis japonaise. Le truc, c'est que ces vidéos sont complètement bidons. Sur le net, on appelle ça un fake. Les internautes ont fait le test et rien. Les blogueurs ont même interrogé des scientifiques qui sont catégoriques. Ces vidéos sont truquées. Mieux, une chaîne de télé anglaise a même essayé de faire cuire un œuf avec une centaine de téléphones. Eh ben, ça marche pas. Reste à savoir qui est l'auteur de ces clips, à qui profite le fake. Jeudi, on a appris que ces vidéos étaient en fait une campagne de pub pour un fabricant américain de kits main libre. Un coup de maître puisque ces images ont été vues par plus de 4 millions d'internautes. À part ça, dans la webzone, depuis quelques semaines, grosse polémique autour du nouveau clip du groupe électro Justice. Une vidéo dans laquelle une bande de gamins se livre à des actes violents et qui a même obligé le groupe à s'expliquer dans un communiqué. Nous étions conscients que le clip était sujet à controverse, mais nous n'imaginions pas que le débat irait si loin. Pour détendre l'atmosphère, une parodie du clip de Justice est apparue cette semaine sur le web. Même musique angoissante, même blouson siglé.
Quand tu te rends compte que les chanteurs que tu détestais petits passeront pendant toute ta vie à la radio. Quand tu fais 1m40 et que tu n'as pas fait ressemeler tes chaussures. Tu es vraiment perdu dans les fistules de ta race. Une vidéo qui nous vient d'un trio d'artistes branchés. Ils se font appeler Musique Post-Bourgeoise et nous les avons rencontrés. Pour le groupe, reprendre le clip de Justice était surtout un moyen idéal pour faire sa promo. On en est à 42 000 visites. On fait les Unrock la semaine prochaine. On a 2 concerts qui se sont greffés. On a trouvé la salle de théâtre. On a reçu une proposition de signature, mais notre producteur refuse en disant qu'ils sont nuls. Bon, Justice n'a pas encore réagi à cette parodie, mais les bourgeois branchés ont une petite idée. On attend que Justice fasse un remix de ce morceau. Enfin, dans la webzone, ça y est, Barack Obama et Hillary Clinton ont fini de s'étriper. C'est donc Obama qui représentera les démocrates à l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis. La fin d'un feuilleton long de 7 mois dans lequel le web aura tenu une place prépondérante. Et pour clore cette bataille, cette vidéo est apparue sur le net. In case you haven't been paying attention, here's everything you need to know about the Democratic race for president. Un résumé de toute la campagne démocrate en seulement 8 minutes. In October, everybody thinks Iran is really dangerous. Obama says he'll meet with Ahmadinejad. Clinton says that's naive. By December, nobody cares because we think Iran doesn't have nukes anymore. Polémique, résultat des primaires, image forte, tout y passe, jusqu'au couronnement de Barack. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.